Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons revoir toutes les lois usuelles. Alors elle est un peu longue parce que finalement j'ai décidé de faire une seule vidéo qui va reprendre toutes les lois, de la loi certaine jusqu'à la loi de Poisson. Je vais vous parler de leur modélisation, il faudra bien connaître leur espérance, leur variance à chaque fois, ce sera l'objet dans d'autres vidéos de les redémontrer. Et il faudra maîtriser absolument tout ce qui est lié aux différentes lois usuelles puisque vous allez les rencontrer très souvent. On a une première loi qui paraît un petit peu ridicule puisque c'est pas vraiment une loi d'une variable aléatoire, c'est la loi certaine. Et pourtant cette loi certaine, elle va revenir à plusieurs moments, vous verrez, plus tard dans l'année. Donc il faut absolument que vous l'ayez bien en tête et que vous sachiez que ce soit une possibilité. Donc la loi certaine, c'est, on a une urne avec n boules, ils sont toutes de couleurs différentes et elles portent toutes le numéro 2, on tire une boule et on note x le numéro tiré, et bien ce numéro tiré, c'est forcément 2. Voilà. Le A qui est ici, dans notre exemple, c'est le 2. Il faut faire attention, effectivement, où est-ce que vous obtenez le A, à quoi ça correspond. Et la probabilité que x égale 2 vaut forcément 1. Donc là, il n'y a qu'un seul nombre qui est possible, c'est de tirer ici un 2. Et donc forcément, comme il n'y a qu'un seul nombre qui est possible et que la somme des probabilités doit faire 1, c'est que cette probabilité, c'est 1. Donc, on va avoir deux choses. On va avoir l'espérance. L'espérance, tout d'abord, c'est 2, ici c'est A, puisque si vous n'avez qu'un nombre possible, vous avez l'espoir quand même de tirer ce nombre-là, vu qu'il n'y a pas d'aléatoire. Et la variance, eh bien c'est 0, puisqu'il n'y a pas d'aléatoire. Alors, ça c'est pour retenir, mais évidemment, on pourrait aussi les calculer. Rappelons que c'est une loi discrète finie, et donc il y a une espérance et une variance qui existent. L'espérance de x, c'est 1 fois p de x égale A. Pardon, A fois P de x égale A. Et comme P de x égale A vaut 1, eh bien c'est bien A. On va calculer à l'aide du théorème de transfert l'espérance de x au carré, qui va être A carré. Et donc la variance de x, d'après Konigswegen, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré, c'est-à-dire A carré moins A carré. Donc ce ne sont pas des démonstrations à retenir, puisque évidemment, voilà, on remonte que ça marche, elles sont vraiment trop simples, mais à retenir que la variance vaut 0. Je vous ai même dit dans une précédente vidéo que quand la variance vaut 0, alors c'est lié quand même à une loi certaine. Et ça, c'est beaucoup plus dur à montrer, et ce sera l'objet de démonstration dans d'autres chapitres. Il y a la fonction de répartition. Alors la fonction de répartition, je ne vais pas la donner pour toutes les lois discrètes, puisqu'elle n'est pas utile pour toutes les lois discrètes, mais on en a déjà parlé, c'est une fonction qui va souvent être utile. Et cette fonction de répartition, elle revient plus tard dans l'année. Donc il faut absolument que vous sachiez ce que c'est, comment la dessiner. Alors cette fonction de répartition, elle se situe comme ceci. Hop, faire un repère. On a une fonction qui vaut 0 jusqu'au nombre A, et à partir de ce nombre A, eh bien elle vaut 1. Voilà, tout simplement, ça c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire certaine. Il faut l'avoir en tête, puisque vous verrez qu'on peut vite confondre avec d'autres fonctions de répartition potentiellement. Alors pourquoi c'est cela? Tout simplement, si je veux calculer la fonction de répartition de petit x, je vais utiliser toujours la même chose, la probabilité que grand X est inférieur à petit x, et que je vois qu'il y a deux cas. Si petit x est strictement plus petit que A, alors grand X ne peut pas être inférieur ou égal à petit x, c'est un événement impossible, donc la probabilité vaut 0. Et si x est supérieur ou égal à A, alors dans ce cas-là, eh bien, c'est égal à la probabilité que x soit égal à A, c'est tout simplement, il reste plus que 1. Donc on a deux possibilités, 0 ou 1. Et donc ça, c'est à retenir. Une loi un petit peu plus compliquée, ça va être la loi uniforme discrète, avec un exemple très clair que vous devez avoir en tête. On lance un dé à 6 faces et x est associé au numéro de la face obtenue. On a autant de chances de faire chaque face, et donc on a une probabilité uniforme. La probabilité uniforme, donc, alors il y en a deux, mais on va commencer par celle entre 1 et n. Entre 1 et n, vous avez tout élément appartenant à 1n, la probabilité va être la même. Et comme la probabilité est la même, et que la somme des probabilités fait 1,
il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que ça soit égal à 1 sur n. Donc pour un dé à 6 faces, 1 sur 6. Si vous tirez dans une urne qui contient 10 boules et que vous tirez de manière aléatoire, bah, vous avez une chance sur 10, etc. On peut, quand on a une loi uniforme, parvenir à l'aide du dénombrement au résultat de cette loi. Mais c'est pas forcément évident. En tout cas, on peut obtenir les résultats par dénombrement. On est toujours dans les lois discrètes finies, donc il y a bien sûr une espérance et une variance qui existent à connaître par cœur. L'espérance, remarquez que c'est la moyenne entre les deux, c'est n plus 1 sur 2. Ça va être intéressant pour la suite. La variance, elle, est un peu plus compliquée à connaître et à retenir et à démontrer, donc il vaut mieux la savoir par cœur. Et il y a un cas général, c'est-à-dire que là on était dans le cas 1n, mais on peut aller de p à n, p peut valoir 0, ça va être souvent le cas le plus fréquent, mais il peut aussi commencer à 2, à 3. Et donc il faut mieux connaître la loi, c'est toujours la même chose, il vous faut un nombre qui soit tout le temps le même et que la somme des probabilités vale 1, et ce nombre-là, du coup, c'est forcément, la probabilité, c'est forcément 1 sur n moins p plus 1. n moins p plus 1, c'est, rappelons-le, le nombre d'éléments qu'il y a entre p et n. On rajoute 1 parce qu'on compte à la fois le p et à la fois le n. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre un exemple simple, par exemple aller de 3 à 10 et compter tout simplement combien il y a d'éléments entre 3 et 10. Vous voyez qu'il y en a 10 moins 3 plus 1 exactement. L'espérance est assez facile à retenir, c'est n plus p sur 2. Vous remarquez que quand p vaut 1, eh bien on retrouve la formule précédente. Alors attention, quand vous avez une formule sur p et n et que vous connaissez par cœur la formule de 1n, n'hésitez pas à remplacer p par 1 et du coup à obtenir bien la formule d'avant. La variance, eh bien il suffit de remplacer le n dans la formule précédente par n moins p plus 1 et donc on obtient le cas général. Là encore, vous aurez la démonstration de l'espérance de la variance pour le cas classique et la démonstration d'un exercice pour trouver cette espérance et cette variance. Donc ces deux démonstrations sont dans des vidéos des ceintures prochaines à regarder quand vous en serez là. L'histogramme. Alors, je vais vous fournir quelques histogrammes puisque parfois dans les sujets de concours, on vous en donne. Et puis c'est intéressant de savoir. L'histogramme, c'est... On tire, là j'ai simulé des dés à 6 faces et j'ai pris tous les résultats, je les ai mis dans des boîtes et puis ensuite je vais demander de tracer, voilà, on a combien de fois le résultat 1, combien de fois le résultat 2, etc. En ordonnée, vous avez les probabilités de les obtenir, c'est pas le nombre de fois que ça obtient. Vous voyez qu'une loi uniforme, eh bien évidemment vous avez le même... c'est une sorte de gros bloc où vous avez la même chance d'obtenir chaque chose, donc chaque chose est à peu près. On voit quand même des différences, ça c'est dû à l'aléatoire, à la variance. Les différences observées sont dues au fait que c'est une variable aléatoire. Évidemment, ça reste une loi uniforme, même si vous avez des petits défauts. On a fait pourtant 10 000 tirages. En réalité, il faudrait plus d'1 million de tirages pour un dé à 6 faces pour obtenir quelque chose qui commence à être assez... On va ensuite évoquer une des lois la plus simple, outre les deux précédentes. On a une expérience où on va avoir un échec et un succès. On a souvent ce genre d'expérience dans la vie de tous les jours. Échec, succès sur une expérience aléatoire. Et on considère ici que le succès c'est 1 et l'échec c'est 0. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une loi de Bernoulli. Attention, si on considère autre chose, si vous considérez que le succès c'est 2 et l'échec c'est moins 12, c'est plus du tout une loi de Bernoulli. Il faut vraiment que le succès va 1 et l'échec vaut 0. D'ailleurs, succès et échec, c'est moi qui les appelle comme ça. On pourrait très bien inverser les deux, etc. Bon, voilà, c'est pour qu'on ait cette idée en tête. Et donc la loi de Bernoulli, eh bien, il y a un succès de probabilité P. Donc P de x égale 1 vaut P, et forcément P de x égale 0 vaut 1 moins P, puisque la somme des deux doit faire 1. Pour reconnaître une loi de Bernoulli, il ne faut pas être très... c'est pas très compliqué. Il faut juste que le support soit 0 et 1. C'est qu'il y a deux possibilités, 0 et 1. Dès qu'il y a ça, c'est une loi de Bernoulli, et vous pouvez le noter comme ça. Alors attention, il faut quand même trouver cette probabilité P. On a l'espérance et la variance qui seront elles-mêmes démontrées, donc à apprendre par cœur. Et quand on fait l'histogramme d'une loi de Bernoulli, on va obtenir la probabilité P, ici
pour un qui va se lire, hein, là 0,25 typiquement, et puis 0,75 pour l'autre. On n'a que deux possibilités. Donc il y a 0,25%, enfin 25% de chance de faire 1 ici et 75% de chance de faire 0. Enfin, on démontrera la fonction de répartition. Comme la démonstration de l'espérance et de la variance sont très simples, ça permettra de travailler les fonctions de répartition, même si cette fonction de répartition pour une loi de Bernoulli est vraiment pas quelque chose que vous retrouverez beaucoup et qui est très importante, mais ça va être bien de pouvoir discuter de comment on montre des fonctions de répartition dans les lois discrètes. La loi de Bernoulli est également très importante puisqu'elle va nous permettre de définir deux autres lois. Évidemment, une expérience où on a juste un succès et un échec, ça arrive assez souvent, mais ça reste un petit peu limité. On va vouloir aller plus loin. Notamment, que se passe-t-il si cette expérience, on la répète un certain nombre de fois et on va compter le nombre de succès. Là, on obtient cette fois-ci une loi binomiale, et la loi binomiale est intéressante puisque on a une formule pour la probabilité, mais cette formule n'est pas du tout facile à retrouver. Ça demande du dénombrement, ça va demander beaucoup de travail. Donc il faut que vous appreniez par cœur cette formule pour ne pas vous tromper. Faites attention au k parmi n, au n-k, puisque ce ne sera pas toujours des k et des n dans les énoncés que vous aurez, évidemment. Pour reconnaître une loi binomiale, il faut penser aux possibilités. Le support va toujours de 0 à n, puisque comme vous répétez un nombre de succès vous comptez le nombre de succès dans une répétition d'épreuves de Bernoulli, eh bien, vous pouvez avoir 0 succès, puisque vous pouvez avoir pas de chance, ou vous pouvez avoir n succès, et vous pouvez avoir toutes les possibilités entre les deux. Donc une loi binomiale va toujours de 0 à n, ça ne changera jamais, et donc on a toujours ceci à dire. On répète n fois de manière indépendante une expérience ayant deux issues possibles, une expérience de Bernoulli, et la variable aléatoire doit compter le nombre de succès. Quand on vous demande de justifier, il faut justifier ceci avec tous ces mots-là. Pour la loi, alors il s'agit bien d'une loi de probabilité, il suffit de le démontrer à l'aide du binôme de Newton, et on a l'espérance et la variance qui seront eux-mêmes démontrés dans certaines vidéos, surtout pour l'espérance, puisque la variance c'est un petit peu plus compliqué. L'histogramme d'une loi binomiale, c'est toujours quelque chose comme ceci. Alors ici, c'est symétrique parce que P vaut 1,5, c'est pas toujours le cas. Si P vaut 1/4, ça va être plutôt décalé sur un côté. Mais en gros, on a beaucoup moins de chances d'obtenir 0 succès ou 10 succès, que des échecs ou que des succès. Et évidemment, on a souvent plus de chances au milieu. Alors tout dépend, si votre probabilité P, elle est de 1 sur 100, forcément que vous allez avoir beaucoup d'échecs et très peu de succès. Mais on a toujours un peu cette forme en courbe qui monte puis qui va redescendre. Ça, c'était le premier exemple. On peut également utiliser des expériences de Bernoulli, les répéter jusqu'à ce qu'on obtienne le premier succès. Ceci va nous donner une loi géométrique. La différence, c'est que ce premier succès peut intervenir au premier tirage, à la première expérience, à la deuxième expérience, mais à la 10e, à la 20e, etc. Et peut-être même ne pas intervenir du tout, si on n'a vraiment pas de chance. Et du coup, c'est pour ça que les valeurs possibles vont de 1 à plus l'infini. Et là, on arrive dans les lois discrètes infinies. Et donc, ça va être un petit peu plus compliqué à justifier, notamment sur l'espérance et la variance. Donc, on a toujours la valeur de la loi qui représente le nombre de succès. Alors, le nombre d'échecs, on va avoir k-1 échec avant d'obtenir notre premier succès, à la kème expérience ou au kème tirage. Donc ces k-1 échecs vont avoir comme probabilité q, c'est-à-dire 1 moins p, puissance k-1. Et au kème expérience, au kème tirage, on va avoir la probabilité p d'obtenir ça. Donc ça, vous l'avez déjà fait et refait en première année. C'est une modélisation qui est à savoir faire, puisque parfois, on cherche la probabilité de quelque chose qui ressemble à une loi géométrique, mais par exemple, ça va pas être le premier succès que l'on cherche, mais ça va être la première fois ça va être le deuxième succès. Ça va être potentiellement
le, le dernier échec avant d'obtenir un succès. Bref, ça va être des petits décalages, ou alors ça va être sur une loi qui ressemble à on cherche un premier succès, mais pour une expérience pour des expériences qui ne sont pas indépendantes. Donc c'est plus une loi géométrique également dans ce cas-là. Bref, donc il faut absolument connaître cette formule-là, mais il faut aussi savoir comment on la retrouve. Voilà, donc pareil dans la modélisation, comme pour la loi binomiale, il faudra donner tous ces termes-là. Hein. Vous répétez une expérience de Bernoulli de manière indépendante et vous cherchez l'obtention du premier succès. L'espérance, c'est 1 sur P. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est assez cohérent. Si vous avez un dé à 6 faces et que vous voulez chercher la probabilité d'obtenir un 6, eh bien, en moyenne, la première fois où vous obtenez un 6, eh bien, c'est au 6e tirage, à la 6e expérience. Voilà, 1 sur P. C'est assez intéressant. Si vous lancez une pièce, la première fois où vous obtenez un pile, eh bien, en moyenne, ça arrivera à la 2e expérience. Pourquoi ? Parce que, évidemment, vous avez des chances de l'obtenir dès la première expérience, mais quand ça se passe mal, ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc, on a cette moyenne-là qui intervient. Bon, la variance, c'est beaucoup plus dur de savoir à quoi ça correspond. Là, il faut l'apprendre par cœur et faire attention parce que on ne peut pas forcément s'en sortir. Donc voilà l'histogramme d'une loi géométrique. La loi géométrique, plus vous allez loin, moins la probabilité de l'obtenir est importante. Donc on a cet histogramme un peu décroissant. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est toujours quand vous devez avoir la probabilité, par exemple, de l'avoir au 10e tirage, c'est décroissant puisqu'il est plus facile d'obtenir quelque chose au premier tirage directement que de l'avoir pile au 2e tirage. C'est-à-dire qu'au premier tirage, vous êtes sûr de ne pas l'avoir obtenu, et puis au 2e tirage, vous êtes sûr. C'est l'idée d'intersection ici des événements qui fait que c'est plus difficile à obtenir. Et donc, plus vous allez avancer dans le nombre d'expériences, plus cette probabilité va diminuer. Alors la loi de Poisson, c'est une probabilité un petit peu à part, puisqu'elle ne vient pas d'une expérience de Bernoulli, et donc vous ne pouvez pas la deviner. A priori, on ne va pas vous demander de la modéliser. À part dans un cas un peu particulier qu'on verra plus tard dans l'année, mais la loi de Poisson, ce n'est pas votre but. Si on vous donne une expérience qui utilise une loi de Poisson, eh bien ce sera dit, voilà, vous utilisez la loi de Poisson de tels paramètres, et hop, commencez les calculs. Pourtant, c'est une loi qui est souvent utilisée, puisque c'est une loi qui permet de modéliser des choses dont la probabilité de se réaliser va être très faible. Des séismes, des pannes d'appareils électriques, des problèmes dans les assurances pour des choses comme des inondations, de la finance pour faire la probabilité de défaut d'un crédit. Donc vous voyez que c'est une loi quand même qui va être assez utilisée en pratique, et donc c'est pour ça qu'elle est au programme également. Le fait que les probabilités soient faibles vient de cette exponentielle évidemment, et on reconnaît la série exponentielle qui va être liée au fait à la loi de Poisson. C'est aussi pour ça qu'on vous fait apprendre la série exponentielle et pas d'autres séries spécifiques. À retenir toujours le support. Le support ici c'est n, vous pouvez aller de 0 à plus l'infini. Et la probabilité, eh bien, si vous connaissez la série exponentielle, eh bien, il faut faire en sorte que vous obteniez 1. Donc lambda puissance k sur k factoriel fois exponentielle de moins lambda. Ça nous permet... Alors, cette remarque qui va être importante et qu'on va revoir, on peut approcher une loi binomiale par une loi de Poisson. On remarque que les résultats sont assez proches. Alors il y a tout un tas de paramètres que l'on va définir plus tard, mais vous voyez que la probabilité doit être inférieure à 0,1 si on veut que cette approximation soit correcte. Donc ça modélise les expériences qui ont des probabilités assez faibles. On a une espérance et une variance. Pour le coup, elles ne sont pas faciles à calculer. Vous le verrez dans la démonstration de cette espérance et de cette variance. Mais elles sont faciles à retenir, et donc retenez-les bien. La loi de Poisson, donc on est basé sur quelque chose d'assez proche des termes 0, 1, 2, puisque comme je vous l'ai dit, ça
ça modélise quelque chose qui a peu de chances d'arriver. C'est une sorte de loi binomiale avec une très faible probabilité de se produire. Et donc, bah, vous avez des chances de ne pas avoir de succès du tout. Vous avez des chances d'avoir un succès, 2 succès à la limite, 3, 4. Et puis ensuite, ça décroît très vite. Ça devient très vite impossible d'avoir ça. Ce qui est utile, par exemple, si vous achetez 100, que vous proposez 100 crédits, eh bien, si cette loi de Poisson va permettre de dire peut-être que vous avez la probabilité qu'il y en ait 2, 3, 4 personnes qui ne payent pas et qui fassent défaut. Et du coup, ça va vous permettre de savoir quel prix vous allez mettre sur chacun des crédits pour faire face aux défauts de paiement des autres. C'est dans ce genre d'histoire que cette loi est utilisée. Donc dans cette loi, vu qu'il n'y a pas la partie modélisation, il faut surtout connaître parfaitement la probabilité, l'espérance et la variance. Voilà, dans cette partie, il y a des choses à comprendre hein, pour bien saisir ce qu'on est en train de faire et tout. Je ne suis pas revenu dans les détails, c'est des choses que vous avez fait en première année. Je réinsiste sur le point, il faut connaître absolument tout par cœur, toutes les définitions, toutes les propriétés, théorèmes, les fonctions de répartition, bref, tout ce qui est ici, il faut le connaître à la perfection, puisque vous aurez forcément des lois discrètes dans les concours, et si à ce moment-là, vous faites une erreur dans la loi, dans l'espérance, etc., eh bien, ça va être très très ennuyeux. Donc ça, il faut que vous le connaissiez. Si néanmoins vous avez des questions sur ces différents résultats, n'hésitez pas à poser ces questions en classe ou sur les forums de la classe.